Bonsoir, 22 h sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les titres. Le président de l'Assemblée du Parlement panafricain est en visite de travail à Djibouti. À son arrivée, donc, il a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale. Et à Sri Lanka, donc, proclamation de l'état d'urgence contre les émeutes anti-musulmans. C'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, a entrepris une visite de travail de 3 jours à Djibouti. Il est arrivé donc aujourd'hui dans la capitale et a été accueilli à l'aéroport international de Djibouti par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Au cours de leurs premiers entretiens, les deux hommes ont abordé plusieurs sujets, dont la coopération entre le Parlement djiboutien et le Parlement panafricain. Au cours de son séjour, le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, aura également une série de rencontres et d'entretiens avec les autorités du pays. Après l'atelier d'hier portant sur le commerce transfrontalier, la mission de la Banque mondiale a tenu donc avec les autorités djiboutiennes un second atelier portant cette fois-ci sur la création des entreprises. Pour nous en dire plus, donc Asma Obaker est avec nous. Bonsoir Asma. Bonsoir à vous. Alors parlez-nous de cet atelier, quels étaient ses tenants et aboutissants, Asma? Eh bien Ahmed, cette série d'ateliers rentre dans le cadre du projet de gouvernance, gouvernance et de développement du secteur privé et financier, avec notamment le point sur les tenants et aboutissants des réformes engagées ou en cours initiées par le gouvernement djiboutien et qui rentrent dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Et c'est le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, le secrétaire général du ministère des investissements, Abdi Ashkir, aux côtés du représentant résident de la Banque mondiale, qui ont présidé cet atelier. Les échanges donc de points de vue avec les experts de la Banque mondiale ont porté sur le bilan des missions du guichet unique, véritable fer de lance dans la politique de promotion du secteur privé lancée au début de l'année. Plus précisément, Ahmed, on le rappelle, le 12 mars 2017, avec l'inauguration officielle du guichet unique par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'enjeu principal étant de mettre en place une structure homogène qui regroupe l'ensemble des institutions qui concourent au financement donc d'un secteur privé capable alors de générer une croissance économique dans notre pays, faciliter les démarches administratives et lever tous les blocages, liés à la création des entreprises. Tel est l'objectif global du guichet unique. Eh bien, ces partenaires offrent en effet des services regroupés en 3 grands processus qui sont un processus de création d'entreprise pour faciliter l'existence juridique, fiscale et sociale de l'entreprise. 3 partenaires interviennent ainsi dans ce processus. Il s'agit de l'ODEPIC pour l'inscription au registre du commerce, de l'hôtel des impôts pour l'immatriculation fiscale et de la CNSS pour l'immatriculation au niveau de la sécurité sociale. Merci Asma. Il faut également rappeler qu'un processus d'autorisation donc pour faciliter la délivrance des permis de travail, les titres de séjour, 2 partenaires interviennent également dans ce processus. Il s'agit de la police pour la délivrance des visas de séjour, de l'ANEFIP pour la délivrance des permis de travail, un processus d'accès également aux services offerts par les institutions publiques. 5 partenaires interviennent dans ce processus, l'EDD pour le raccordement en réseau électrique, l'ONEAD pour le raccordement à leur réseau, Djibouti Télécom pour le raccordement au réseau téléphonique et Internet, le domaine pour accéder au domaine foncier et la direction de l'habitat, donc pour faciliter les démarches pour le permis de construction. Et selon le directeur général de l'ANPI, Mahdi Drar, c'est la règle des 3 P qui prévaut, à savoir donc un seul paiement pour les factures du promoteur, un seul processus pour le traitement des dossiers, une seule porte d'entrée pour les demandes qui prévaut désormais. Cette première année de l'existence du guichet unique donc est marquée par la mise en place du système d'information chargé de la gestion et de la coordination de l'ensemble des procédures en vigueur dans la nouvelle structure qu'est le guichet unique. Et la pertinence du bilan donc de la création et de la mise en place du guichet unique se mesure donc dans la hausse significative de la création d'entreprises. Et enfin, selon le premier rapport d'activité du guichet unique, qui indique donc que 666 entreprises étrangères et locales ont été créées jusqu'à la date de janvier 2018.
Il faut savoir que dans le dernier rapport Doing Business 2018 du groupe de la Banque mondiale, la République de Djibouti a réalisé des performances remarquables sur l'indicateur de la création d'entreprises. En effet, notre pays est passé à la 172e place de la 170e place en 2017 à la 115e position en 2018, gagnant ainsi 57 places dans le classement général de Doing Business de la Banque mondiale. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, véritable défenseur de la promotion du secteur privé fort, capable de générer une croissance forte de notre économie, a salué le bilan de la première année du guichet unique qui, a-t-il dit, est la meilleure stratégie pour mutualiser les efforts et les missions de l'État dans ce domaine, tout en indiquant que des difficultés subsistent et qui sont inhérentes à tout changement de paradigme. M. Ilyas Moussa Dawale a indiqué que la lutte contre le chômage et surtout des jeunes diplômés passe nécessairement par un secteur privé, donc pour la création de richesses et d'emplois. Voici un extrait de l'interview qu'il nous a accordé ce matin. Tout effectivement tend vers un seul objectif, créer des emplois, offrir des opportunités aux Djiboutiens et surtout aux jeunes, qu'ils soient diplômés ou non. Et la meilleure manière d'offrir ces opportunités et ces chances à nos compatriotes, c'est de rendre notre économie et notre pays beaucoup plus vibrants en termes de développement, en termes de développement du secteur privé. Parce que c'est le seul en mesure de nous permettre de créer ces créations d'emplois. Il a été décidé il y a quelques années de mutualiser les efforts de différentes institutions en essayant de faire en sorte que ces institutions se regroupent autour d'un concept qui a prouvé des résultats, et ce concept était le guichet unique. Le guichet unique physique dans un premier temps. Il a été décidé de le mettre sous le toit de l'ANPI, au niveau de l'Agence nationale de la promotion des investissements. Dans ce guichet unique, plusieurs institutions sont associées pour faciliter les formulaires, les procédures et les démarches des usagers, des créateurs d'entreprises. On a vu des résultats, mais on sait aussi qu'il y a encore des efforts à accomplir, et ça faisait l'objet aujourd'hui donc de cette réunion, était de savoir où sont le point d'étranglement, le goulot d'étranglement, afin de fluidifier. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Maouki, a indiqué aujourd'hui qu'une mission médicale composée d'une vingtaine de chirurgiens turcs va séjourner à Djibouti du 9 au 18 mars prochain. À cet effet, tous ceux qui désirent donc bénéficier des prestations chirurgicales offertes par cette mission médicale turque doivent se faire connaître. Ces opérations vont se dérouler dans le cadre de la coopération bilatérale existant entre les deux pays et les départements de la santé plus spécifiquement. Écoutons le ministre de la Santé. La visite que le président de la République a effectuée au niveau du pays ami et frère, la Turquie, une démarche a été faite conjointement avec le ministère de la Santé le pays frère qui est la Turquie, pour que non seulement il nous appuie en matière de matériel, en matière de transfert de compétences, mais aussi de faire des caravanes médicales spécialisées à des médecins turcs les plus expérimentés dans la République de Djibouti. Ainsi, le département de santé de la Turquie a accepté entre le 9 et le 18 mars que 20 médecins spécialistes et des éminences puissent faire une caravane conjointement avec nos médecins spécialistes djiboutiens dans la République de Djibouti. Ces 20 médecins sont composés de différentes spécialités. Des spécialités dans lesquelles nous avons un besoin crucial à Djibouti, telles que la gynécologie, la pédiatrie, la chirurgie pédiatrique, l'ORL, la chirurgie ophtalmologique, la chirurgie viscérale, la cardiologie, la radiologie, l'urologie et aussi la chirurgie plastique pour tout ce qui est la reconstruction faciale, l'opération des becs de lièvre, ainsi de suite. Toutes ces spécialités
Les médecins qui viendront sont non seulement des éminences, mais sont des chirurgiens, parmi les meilleurs chirurgiens au niveau de la Turquie. Ainsi, nous avons distribué ces spécialistes en regardant les plateaux techniques que nous avons et les hôpitaux qui peuvent mieux les recevoir. À Dar Hanan, l'hôpital, la maternité de Dar Hanan, avec nos gynécologues djiboutiens, accueillera les gynécologues turcs à Dar Hanan. Toute personne ayant un problème gynécologique ou nécessitant des opérations lourdes et profiter de cette caravane au niveau de Dar Hanan. Pour tout ce qui est l'ophtalmologie, la chirurgie viscérale, toute personne ayant besoin d'opérations lourdes d'ophtalmologie et chirurgie viscérale devra profiter et se diriger vers l'hôpital de Balbala. La cardiologie, l'oréal, l'orthopédie et la chirurgie plastique, toute personne ayant besoin devra se diriger vers l'hôpital Pelletier. Et enfin, tout ce qui est chirurgie pédiatrique et urologie, toute personne ayant ce besoin devrait se diriger vers l'hôpital régional d'Arta, dans lequel nous faisons conjointement avec la CNSS. Je fais un appel solennel à toute la population djiboutienne pour qu'ils puissent participer massivement à cette caravane et en profiter. On aura du 9 au 18 dans notre pays. Parce que ce sont des éminences, ce sont les médecins pour lesquels nos populations se déplaçaient dans les hôpitaux turcs pour se soigner. Aujourd'hui, ils sont ici, dans notre territoire. En suivant les instructions du président de la République, nous avons fait tout ce qui est possible pour faciliter aussi leur séjour à Djibouti. Le ministère de la Santé demande à la population de profiter de cette caravane médicale, chirurgicale, turco-djiboutienne et de venir massivement munis de leur carte d'assurance maladie ou de leur carte d'identité nationale. Et le ministre de la Santé s'est par ailleurs entretenu avec l'ambassadrice du Maroc accréditée à Djibouti. Donc l'ambassadrice du Maroc accréditée à Djibouti, résidente à Addis Abeba, Nehiza Alaoui Hamdi, se trouvait à la tête d'une forte délégation. Les entretiens ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale. Le secrétaire général par intérim du département de la Santé, le directeur de la promotion de la santé, la directrice de la planification et de la coopération internationale, les conseillers du ministre ont entouré donc ce dernier au cours des discussions. L'objectif de cette réunion technique s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud. À cette occasion, le ministre de la Santé a salué l'exemplarité de la coopération qu'entretiennent la République de Djibouti et le royaume chérifien. Et pour sa part, l'ambassadrice a remercié le ministre djiboutien pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Elle a en outre souligné l'engagement de son pays dans le raffermissement de la coopération sud-sud à travers la consolidation des liens d'amitié existants entre les deux peuples frères. En nouvelle nationale toujours, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, et le directeur de l'Institut Oxford Training and Consultancy, Roble Ali Mohamed, ont signé aujourd'hui une convention de partenariat pour une formation en anglais des affaires. La cérémonie donc de signature s'est déroulée au cabinet du MENFOP en présence des secrétaires généraux de la présidence et du ministère de l'Éducation nationale, respectivement Mohamed Abdullahi Waïs et Mohamed Abdallah Mayoub. Cette convention de partenariat donc permettra à quelques 600 jeunes titulaires du baccalauréat, de la licence et du master de bénéficier d'une formation en anglais professionnelle pour une durée de 6 mois. Jeunes diplômés, donc c'est un programme également qui permettra à ce jeunes de se débrouiller en anglais pour essayer d'obtenir, pour avoir un emploi. Ces derniers temps, on a constaté que le nombre d'entreprises étrangères à Djibouti a augmenté, donc le besoin en anglais se fait sentir pour ces jeunes qui ont des difficultés à s'exprimer. Donc ce programme permettra de pallier à ce problème et c'est un programme qui sera renouvelé. Donc ça c'est la première phase qui concerne uniquement 600 jeunes.
Des médiateurs et cadres de plusieurs pays africains dont le Burundi, l'Égypte, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie et la Tunisie se sont retrouvés au Sheraton Hotel pour un séminaire de réflexion sur leur rôle. Ce séminaire donc qui durera 3 jours a été initié par le médiateur de la République, Dr Kassim Issar. La rencontre portera donc sur le renforcement des prérogatives du médiateur pour mieux défendre les droits des concitoyens ainsi que des migrants économiques, des réfugiés et déplacés ou des femmes victimes d'abus sexuels ou de violences. Et le médiateur de la République donc s'est réjoui de l'organisation de ce séminaire et a souligné que plusieurs experts internationaux donc animaient ce séminaire. On l'écoute. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de vous accueillir à Djibouti pour participer à la formation portant sur le rôle de l'Ombudsman dans la promotion des droits de la personne et de la paix, organisée par le Centre de recherche d'Ombudsman africain. Et à cette occasion, je vous souhaite un excellent séjour parmi nous à Djibouti. Le thème de cette formation revêt une importance fondamentale pour la région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Nord, marquée par des flux migratoires et par des conflits. De la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Mesdames et messieurs, certaines institutions d'ombudsman, comme celle de Djibouti, se limitent au traditionnel rôle de facilitateur ou de conciliateur entre l'administration et les usagers du service, afin de veiller à la prévention d'éventuelles violations de droits consacrés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et par d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et dont les dispositions font partie intégrante de la Constitution, notamment à Djibouti. Il incombe à nos institutions d'élargir leur domaine de compétences et d'accompagner nos gouvernements respectifs dans la protection des droits inhérents à la personne humaine. Suite à la loi donc des finances 2018 transférant un certain nombre de recettes vers les collectivités locales, le ministre du Budget, Bodi Ahmed Roblé, a pris des dispositions pour mettre en place des centres d'impôts régionaux. Les différents responsables ont été désignés donc et ce matin une délégation du ministère du Budget conduite par le secrétaire général Simon Mibratou, le directeur des impôts et d'autres responsables se sont dirigés donc tôt ce matin vers la région d'Ali Sabié pour procéder à l'installation officielle du chef de centre des impôts dans la région d'Ali Sabié. La délégation a eu une première rencontre avec les responsables du conseil régional en présence du président, puis se sont dirigés vers le bâtiment de la trésorerie pour installer le chef de centre d'impôts en présence du trésorier payeur régional. L'installation donc du chef de centre des impôts à Ali Sabié permettra de lancer officiellement la collecte des impôts locaux. Et le secrétaire général du ministère du Budget a donné donc plus de précisions sur l'installation officielle du chef de centre des impôts dans la région d'Ali Sabié. Aujourd'hui, nous sommes à Ali Sabié pour l'installation du chef du centre régional d'Ali Sabié, M. Mahdi. La trésorerie régionale a été inaugurée en 2013, février 2013. Aujourd'hui, on est en mars 2018 pour mettre en place, en application, la fiscalité locale. La fiscalité locale, à travers la mise en place de ce centre régional des impôts, ça veut dire que toutes l'imposition des différentes patentes, l'impôt foncier seront gérés au niveau de la région et les recettes également seront gérées par la région sous la supervision du président du conseil régional. C'est un grand pas qui est fait dans la fiscalité locale. On passe des textes à l'action et Inch'Allah ça va également susciter beaucoup d'activités économiques et encourager le développement de l'activité économique et les retombées de la croissance sur Ali Sabié, Inch'Allah. Et nous comptons faire dans la même tournée, dans la même semaine, l'installation des centres des impôts à Deril, Tajoura, Obok et Arta. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la fiscalité locale a pris un pas concret et nous comptons continuer pour l'améliorer davantage.
Culture à présent, le festival du film japonais 2018 a été célébré hier dans la soirée à l'Institut français Arthur Rimbaud par les forces d'autodéfense japonaises stationnées à Djibouti. La cérémonie donc a été entamée par des danses et chants folkloriques japonais par les soldats de la force d'autodéfense japonaise stationnée à Djibouti. La cérémonie du festival du film a été présidée par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani, et a vu la présence de l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou. Le festival donc qui a débuté hier soir avec la projection des dessins animés Made in Japan en langue anglaise et sous-titrés en français. Le festival du film japonais va se poursuivre durant 3 jours. Ceci est la démonstration donc de la culture japonaise aux Djiboutiens et autres concitoyens vivant à Djibouti qui permettra d'en acquérir plein de savoirs en matière de danse et chants folkloriques du pays du soleil levant. Et dans son discours, l'ambassadeur japonais à Djibouti donc a expliqué que la culture est le lien d'union, le trait d'union des peuples, même si le Japon, la France et Djibouti sont très éloignés géographiquement. Le message qui sont transmis donc dans les films japonais peuvent les toucher et leur permettre de mieux connaître la culture japonaise. On l'écoute. D'abord, j'aimerais présenter mes remerciements les plus sincères à l'ambassadeur et aussi de nos collègues de l'Institut français de Djibouti pour leur précieuse collaboration pour ce festival du film japonais, sans lequel nous ne pouvions pas réaliser ce festival de cette année. C'est un énorme plaisir pour nous, l'ambassade du Japon, d'organiser cet événement en partenariat avec l'Institut français de Djibouti, qui va contribuer aux échanges culturels entre nos 3 pays, Japon, France et Djibouti. Et en effet, nos 3 pays partagent, je crois, un élément dans notre tradition, malgré la distance géographique entre nos 3 pays. C'est la tradition de terre d'accueil des cultures d'extérieur. En effet, pour ce qui est du Japon, par exemple, nous avons de nombreux éléments dans notre culture qui sont bien ancrés dans notre société aujourd'hui. Et l'exposition Vente égyptienne est ouverte depuis 5 jours déjà à la place de la corniche de la ville de Djibouti. C'est la 2e fois que donc les Égyptiens réalisent ce genre d'exposition avec des produits égyptiens, pakistanais et yéménites notamment. Plusieurs produits sont présentés durant cette exposition, à savoir des fauteuils, des tapis, des parfums ainsi que des produits électroménagers, mais également durant cette exposition les symboles de la Grande Égypte comme les pyramides et le sphinx en miniature. Un restaurant gastronomique avec plusieurs menus pour faire connaître au grand public la gastronomie égyptienne et du monde arabe en général. La différence cette année, c'est que les produits sont présentés en quantité et restent beaucoup moins chers par rapport aux éditions précédentes. Et enfin, pour clore l'actualité nationale ces derniers temps, donc on constate un intérêt particulier du grand public pour les locaux de la radio-télévision de Djibouti. Ainsi, après la visite hier des épouses des militaires français stationnés à Djibouti, la RTD a accueilli ce matin des élèves donc de première année de l'école ILES située au quartier 7. Accompagné par les enseignantes, le groupe de visiteurs composé d'une 50aine d'élèves a été accueilli par les responsables de l'administration de la RTD. Après l'accueil donc, les élèves et les enseignantes se sont dirigés vers donc les studios TNT où ils ont écouté des chansons et regardé des dessins animés. Ils ont repris en chœur les chansons diffusées en l'honneur de leur visite. Les élèves étaient émerveillés donc par la multitude d'écrans de la régie numérique où sont diffusés les programmes sur les différentes chaînes de la RTD. Par la suite, les élèves ont poursuivi leur visite vers les bâtiments administratifs pour une séance de photos, puis se sont rendus dans la partie radio constituée aussi de plusieurs chaînes. Les élèves ont découvert le travail quotidien à la radio et ont pu discuter avec les animatrices et animateurs. Cette visite leur permettra donc de découvrir les différents services de la radio-télévision de Djibouti qu'ils reçoivent tous les jours chez eux.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed, bonsoir. Alors, les deux Corées, Samatar, se sont mis d'accord pour tenir un sommet en avril prochain. Effectivement Ahmed, les deux Corées sont convenus de tenir un sommet à leurs frontières fin avril et d'ouvrir une ligne de communication d'urgence entre les deux dirigeants, a annoncé ce mardi un émissaire sud-coréen après avoir rencontré le leader nord-coréen Kim Jong-un à Pyongyang. Après un rapprochement aux Jeux Olympiques, nouvelle illustration de l'amorce de détente sur la péninsule. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a reçu les émissaires du président sud-coréen. Cette visite chaleureuse a été enrichie de discussions fructueuses puisque les deux Corées sont convenus de tenir un sommet à leurs frontières fin avril. Et le Sri Lanka, Samatar, a proclamé donc ce mardi un état d'urgence de 10 jours sur tout le pays après des émeutes dirigées contre la minorité musulmane et des violences intercommunautaires qui ont fait au moins 2 morts. Eh bien Ahmed, cette mesure est une première depuis 7 ans et coïncide avec l'imposition de la veille d'un couvre-feu dans la région touristique de Kandy après la découverte du corps d'un homme musulman dans le cendre d'un immeuble incendié. Le gouvernement a déployé ce mardi des forces de police lourdement armées dans cette région, connue pour ses plantations de thé et ses sites bouddhistes affectés depuis le week-end par des violences après le décès d'un Seonglais bouddhiste violent par une foule la semaine dernière. Le majoritairement bouddhiste constitue les 3/4 des 21 millions d'habitants de l'île. Les musulmans représentent environ 10% Ahmed de la population et les Tamouls, majoritairement hindous, environ 8%. Le Sri Lanka connaît une montée de l'extrémisme bouddhiste attisé par des moines radicaux. Merci Samatar pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.